petite histoire critique de l'intelligence artificielle. Alors l'histoire en elle-même, elle ne va pas être critique, mais connaître l'histoire permet de critiquer. C'est plus dans ce sens-là que j'ai mis le mot critique, pour voir un peu. Pour que ce soit pas trop une espèce de cours magistral, je vais vous poser des questions de temps en temps, j'espère que vous n'êtes pas trop timide. Des questions de date, parce qu'on fait de l'histoire. Donc vous y allez au doigt mouillé, c'est pas grave, mais comme ça on s'amuse. Et on va voir de combien de siècles vous vous trompez sur certaines questions. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'y aller. Je prends aussi toutes questions en cours de route, on n'est pas obligé d'attendre la fin. Et on peut très bien balancer des questions en cours de route, c'est pas grave, on est là pour s'amuser. D'accord ? En fait, c'est un sujet qui est pas toujours très amusant, du coup, autant le faire en s'amusant. Donc voilà, pour l'introduction. Aucune des images n'est générée en IA, évidemment. Ah, désolé. Et non, je dis parce qu'en particulier, il y a ce site internet-là, Better Images of AI, qui sont des gens qui font des images pour faire de la pédagogie sur l'intelligence artificielle. Et on peut piocher dedans, c'est sous licence Creative Commons, et il y a des choses vachement bien. Donc j'ai pioché là-dedans et dans l'histoire de l'art, parce que ça fait quand même beaucoup de temps que les humains font des images, c'est un peu dommage de les générer en IA alors qu'il y en a tellement qui sont disponibles. Juste très rapidement, je vous parle de ça aujourd'hui parce que je suis quelqu'un qui est à la fois réalisateur de films d'animation et donc une formation artistique de production de films. J'ai produit aussi des films, enfin bref, voilà, j'ai fait des choses autour de ça. On peut en parler dans une autre conférence demain si vous voulez. Et j'ai appris à coder en cours de route dans ma carrière et je suis devenu aussi codeur. Et je fais un peu les deux à la fois, mais vraiment, c'est vraiment à peu près 50-50 sur mon travail. Et en fait, l'IA, elle est venue chambouler ces deux mondes-là en même temps. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressé, que j'ai creusé le sujet avec mon passif. À la fois ma formation artistique et d'histoire de l'art, et mon absence de formation de codeur, parce que j'ai appris sur le tas, mais ce que j'ai appris en code et sur l'open source, parce que j'ai grandi dans un milieu où on défendait les logiciels libres. Et donc j'ai travaillé, depuis que c'est à la mode, à la hype, comme on dit, j'ai travaillé beaucoup, non pas avec l'IA, mais à propos de l'IA, parce que c'était un sujet qui m'interpellait. Et dans ce travail, je l'ai raccordé à ce que je connaissais de l'histoire, et j'ai approfondi ce sujet-là, voilà, parce que c'était intéressant, et étudier l'histoire des sciences et techniques, c'est hyper intéressant, parce que ça permet de mieux comprendre les enjeux aussi, et de relativiser les discours un peu marketing de la révolution, qui est une évolution qui est bien plus ancienne que ce qu'elle en a l'air aussi, et de dire que la disruption, on en déplaise à certains, c'est jamais vraiment de la disruption, c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps long en réalité, je pense, en science. Voilà pour ma petite introduction. Et donc on y va sur l'histoire de l'IA. Ça va, ma tête ne cache pas l'image si je reste au milieu, ou faut que je me décale un peu. On expliquera cette photo-là un peu plus tard, gravez-la dans votre mémoire, elle est marrante. C'est une photo des années 60-70, et c'est forcément en lien avec l'IA, mais j'y reviendrai un peu après, c'est juste ma photo d'introduction, mais souvenez-vous-en. Super, merci beaucoup. Et donc, excusez-moi, j'ouvre mes notes que j'avais oubliées, parce que je ne suis pas artificiel, donc je fais les erreurs habituelles de tous les humains, de perdre mes affaires partout. Et donc on y va, on attaque. Pour moi, je remonte loin, hein, vous voyez, je remonte au 8e siècle avant notre ère. Il y a déjà une idée intéressante, c'est aussi pour la dire et l'évacuer, mais il y a des coïncidences que je trouve marrantes, que c'est intéressant de rappeler. Vous connaissez, j'imagine tous, le mythe de Pandore, au moins de nom. On dit la boîte de Pandore, en vrai c'était une jarre, hein, il n'y avait pas de boîte dans la Grèce antique. C'est pour ça que j'ai repris, donc c'est une œuvre du XVIIe siècle, mais qui montre bien que c'était des jarres. Donc c'est la jarre de Pandore. Et pourquoi Pandore ? Je ne sais pas si vous savez, mais Pandore c'est un être artificiel, déjà, dans l'histoire. Et Talos, c'était le protecteur de l'île de Crète, qui était un géant de bronze, un automate. C'est vraiment un automate. Et donc l'idée de l'automate, elle est quand même assez ancienne, et je la fais remonter, c'est l'exemple le plus ancien que j'ai trouvé. Donc c'est des êtres qui étaient créés par Héphaïstos, le dieu forgeron,
Et en fait, dans la mythologie grecque, peu de gens le savent, mais il y a une grosse présence des automatismes et des êtres artificiels. Pandore en est un. Pandore est fabriqué à la demande de Zeus pour être offerte à Épiméthée, le frère de Prométhée, pour punir la famille de Prométhée. Parce que vous savez qu'en Grèce, quand on punit un mec parce qu'il a mal fait ce qu'il faut, on punit toute la famille, sur 5 générations. Donc, on offre Pandore à Épiméthée, le frère de Prométhée, avec l'histoire de la jarre, et non pas la boîte, qu'on ouvre et il y a tous les mots qui sortent, bref. Et Pandore, en fait, est un être artificiel créé par Héphaïstos. Tout comme Talos, le protecteur de l'île de Crète. Les portes de l'Olympe étaient des portes automatiques. Les dieux grecs sur l'Olympe avaient des esclaves automatiques. Il y avait déjà cette notion de l'automatisme assez présente dans la mythologie quand on gratte un peu. C'est marrant. C'est marrant, mais c'est pas de l'IA. Parce que c'est les dieux qui les créent. Donc c'est naturel. Vous voyez ce que je veux dire Donc première question de la soirée. De quand date la première idée qu'un humain puisse faire ça? Et quel mythe? Quoi, pardon? Plus vieux. Ah, c'est bien, on se gourde de quelques siècles comme prévu. Non, en fait, la première apparition d'un humain qui crée un être artificiel, et finalement, quand on y pense, une espèce d'intelligence artificielle, c'est le golem. Alors, date imprécise, parce que ça apparaît dans les textes hébreux, mais on ne sait pas de quand date la mythologie, mais quand même vachement plus ancien. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée de la boîte de Pandore, je trouve ça marrant de la mettre en regard avec l'intelligence artificielle. Le golem, ce que je trouve marrant, c'est que pour lui donner vie, qu'est-ce qu'on écrit sur son front? C'est écrit là, mais bon, c'est en hébreu, donc... on écrit Emet. Emet, ça veut dire la vérité. Et je trouve ça marrant aussi de le mettre en lien avec l'intelligence artificielle dès il y a 2000 ans, quoi. On écrit Emet, ça commence par le caractère Aleph, de droite à gauche en hébreu. Et si on enlève le caractère, si on efface le Aleph de Emet, qui veut dire vérité, alors ça devient Met. Et Met, c'est la mort. Et c'est ça qui tue le golem. Oui. Et le golem, c'est déjà une notion d'automatisme, de tâches que les humains n'ont pas envie de faire. C'est déjà une espèce d'esclave automatique pour remplacer les trucs rébarbatifs. Ça, c'est une première brique. Pour arriver à l'IA, il faut l'idée d'un être qui fait du boulot à notre place. Il faut aussi l'idée qu'on va pouvoir l'obtenir grâce à du calcul, des mathématiques. Il faut aussi cette idée de programmer, en fait. Enfin, pas de programmer, mais déjà de se dire, tiens, les maths, le calcul peuvent faire quelque chose sur le raisonnement. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un ordinateur. D'après vous, qui et à quelle époque a eu cette idée de se dire, tiens, est-ce qu'on n'utiliserait pas le calcul pour faire de la philosophie, finalement? Au pif. Ça sent bien les Grecs, ouais. Ça sent vachement les Grecs. J'ai entendu Aristote, quelqu'un qui n'a pas osé le dire. C'est la génération juste avant Aristote. C'est Archytas. Archytas, c'est expliqué par Louche. Archytas, c'est un copain de Platon. C'est la même époque. C'est un contemporain de Platon et est vraiment ami proche de Platon. Et Archytas, c'est le premier, à ma connaissance, à avoir clairement écrit que l'usage du calcul permettrait de décrire le monde et de faire des raisonnements. C'est un disciple de Thalès. Et donc c'est une branche de Pythagore, pas de Thalès, pardon. Thalès, c'est vachement plus ancien. Donc c'est la branche philosophique des pythagoriciens pour qui le calcul est extrêmement important. Et en fait, c'est vraiment les premiers à se dire, tiens, mais le calcul, c'est peut-être un moyen d'aller au-delà de la géométrie, de ce qu'on faisait à l'époque en calcul, pour faire de la démonstration philosophique. Ils pensaient qu'on pouvait représenter l'esprit par du calcul. Donc l'idée, vous voyez, elle n'est pas récente, parce que c'est il y a 2500 ans, en fait, 2400. La mouche, c'est parce que quand j'ai cherché une image d'Archytas sur Wikipédia, ça m'a sorti Archytas ruvifentris. Il a donné son nom à une mouche, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais illustrer ça parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est le sujet du bouquin que j'ai écrit, dont je vous reparlerai. Si j'avais demandé à une IA de me sortir mon truc, j'aurais jamais découvert qu'il y a une mouche qui avait ce nom-là. Et pour moi, c'est hyper important, cette sérendipité, cette manière de trouver des choses sans les chercher. Bah ouais, et je trouve ça génial de trouver qu'il y a une mouche qui s'appelle Archytas, et maintenant je m'en souviens, je peux me la péter. C'est important dans la vie. Déjà, je donne des conférences. C'était facile, il suffisait de t'inscrire, il y avait vraiment... Bref, pardon. Ah mince, j'ai cassé ma question. Vous avez eu le temps de voir la réponse? Ah non, c'était pas une question, par contre. Je sais même pas lire mes propres notes.
Raymond Lull, donc là on fait un saut dans le temps, hein, on va presque 1000 ans plus tard. Je vais un peu vite sur les premières années. Donc tout début du XIVe siècle, la fin du Moyen-Âge, c'est le premier qui vraiment associe l'idée de la vérité du golem à l'idée du calcul pour dire tiens, peut-être qu'on peut faire des démonstrations de la vérité par la logique. On parlait d'Aristote tout à l'heure, mais Aristote, donc c'est les syllogismes, c'est aussi un des premiers à s'être dit tiens, on peut faire des démonstrations logiques qu'on ne peut pas contredire. Hein. Syllogisme, vous connaissez, c'est tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça, c'est un syllogisme, c'est une démonstration philosophique, c'est une démonstration qu'on ne peut pas contredire, quoi. Il y a un côté calcul. Et donc, les philosophes, ils se sont posés cette question-là, enfin, pas pendant 1000 ans, mais par étapes, il y en a qui se sont posé la question de dire, tiens, et en fait, finalement, effectivement, peut-être que la philosophie, c'est quand même le but, c'est quand même de trouver la vérité, et peut-être qu'on peut le faire par le calcul, peut-être qu'on peut faire de la démonstration philosophique, et qu'on ne pourra pas la contredire. Et donc lui, il s'est carrément dit, tiens, on peut même faire ce qu'il a appelé l'ars magna, le grand art, faire une machine, 1305. 1305. Du coup, je vérifie, chaque fois que je dis une date, je vérifie quand même. 1305, il s'est dit, tiens, on pourrait faire une machine à démontrer. C'est génial. Et comme c'est de la démonstration, c'est forcément vrai. Et donc, elle servait à quoi, cette machine, d'après vous? C'était un jésuite. À prouver que les musulmans avaient tort. Du coup, dès le début, la notion de vérité, elle est quand même pas super absolue, en fait. Hein. Enfin, il s'est quand même dit qu'il avait fabriqué une machine à démontrer ce qu'il avait déjà décidé vrai, avant. Bon, voilà, et ça rappelle des choses aussi. Bon, lui, c'était très archaïque, c'était pas faisable, c'était vraiment juste une idée. D'après vous, qui ou quand, ou les deux, pour les plus intellos, a vraiment décrit une vraie machine qui pourrait être l'ancêtre de l'ordinateur, une vraie machine à démontrer, moderne en fait. Alors, De Vinci, c'est la réponse qui marche presque à tous les coups, mais pas cette fois-ci. Turing, c'est l'autre machine, l'autre réponse quand on parle d'informatique, c'est raté aussi, parce que ça date d'avant. Déjà avant Turing, il y avait l'algorithmique et tout ça, il y avait déjà beaucoup de choses en mathématiques. Donc c'est le plus ancien. C'est entre les deux. C'est pas loin. C'est Leibniz. Leibniz qui est au passage l'inventeur de la première, c'est ce que j'ai mis en photo, la première machine à calculer addition, soustraction, division, multiplication. Avant, il y en avait, mais c'est le premier à avoir fait une seule machine pour les 4 opérations. Donc ça montre quand même qu'il n'était pas mauvais, le garçon. Et il a décrit ce qu'il a appelé en latin, alors mon accent latin, le calculus ratiocinator, mais je suis né dans le Nord, je parle latin comme ça, moi, qui est vraiment, en fait, la description d'un ordinateur, mais mécanique. Sur son idée de la machine à calculer, c'était des rouages, des cadrans, des machins et des leviers. Et il s'est dit, tiens, ben en fait, si je reprends l'idée de Raymond Lull, qui connaissait évidemment, et les philosophes grecs qui connaissaient aussi évidemment, je vais essayer d'aller vraiment plus loin et de décrire une vraie machine que je pourrais fabriquer, il voulait faire, qui ferait des démonstrations philosophiques. C'est ce qu'il voulait. Comme c'était un rationnel, comme Descartes et Spinoza, ces deux autres copains qui pensaient un peu de la même manière, il avait l'idée que tout était démontrable dans le monde. C'est vraiment ce qui les caractérise, ces trois-là. C'est qu'on peut tout démontrer sans débat. Il y a des vérités absolues pour tout. Vous voyez ? Donc, si j'arrive à fabriquer une machine qui démontre la philosophie par de la logique, en fait, par la logique qu'on appelle booléenne aujourd'hui, bah, du coup, je peux faire. J'ai plus besoin de philosophe. Et pour lui, c'était vachement bien. Parce qu'on arrivait enfin à la vérité vraie. Et pour sa machine, du coup, il s'est posé la question de comment je lui pose des questions. Ou, pour le dire autrement, comment je la programme. Et il a imaginé la caractéristique universelle, j'arrête d'essayer de parler latin, qui est l'ancêtre des langages de programmation aujourd'hui. Vraiment, il a imaginé ce qu'on appelle un langage symbolique pour faire de la logique qui ressemble très très fort à ce qui est un langage de programmation aujourd'hui, qui a même inspiré un réel langage de programmation aujourd'hui. Je vous dirai lequel après. Mais voilà, du coup, Leibniz, c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant pour ça, parce qu'il y a vraiment toute la racine de ces trucs modernes. Et en fait, son langage a inspiré deux choses. Il y a un aspect universel, il y a un aspect international, national, quand on parle d'espéranto,
Et Zamenhof, ophtalmo-mélinguiste à ses heures perdues, quand il crée l'espéranto, pour ceux qui ne connaissent pas, le langage universel qui permettrait de remplacer l'anglais aujourd'hui, par exemple, Zamenhof s'inspire de Leibniz qu'il connaît et de cette caractéristique universelle pour son aspect universel, justement. Ça, c'est un peu anecdotique, mais ce qui est marrant, c'est que cette caractéristique universelle inspire vraiment un langage qui s'appelle le prologue aujourd'hui, qui est un langage qu'on utilise pour faire de l'intelligence artificielle, qui a été inventé en 72. Et ça, c'est quand même assez fou, quand on y pense, de s'inspirer de quelqu'un qui ne connaissait même pas l'électricité pour faire un vrai langage de programmation. Il y en a un exemple là de trucs écrits en prologue qui ne sert vraiment à rien, mais voilà. Et donc c'est un langage qui permet de faire de l'IA, mais pas du tout comme l'IA d'aujourd'hui, comme ce que recouvre le mot IA aujourd'hui, qui recouvre une autre branche de l'IA qui est faite d'une manière complètement différente. Là, on parle d'IA symbolique, c'est une IA dans laquelle on donne des règles, et à partir des règles, l'IA déduit, résout les problèmes qu'on lui soumet. Pour faire en gros. J'y reviendrai après, cette différence-là. Donc ça, c'est le 19e. Je vais passer, parce que je ne veux pas rentrer dans la technique, ce n'est pas le sujet, et j'essaye d'avancer suffisamment vite au sujet un peu plus contemporain, et arriver à ce que vous attendez, la vraie IA. Donc je vais passer un petit peu sur une période qui est autrement importante en mathématiques et en philosophie et en logique et en algorithmique et tout ça. Je vais passer sur le 19e et le début du 20e siècle. Je le dis, je n'ai pas de slide pour vous le montrer. Au risque de décevoir les gens qui attendent quelque chose de très technique, je ne vais pas parler de Georges Boole, je vais pas parler... Je dis les noms quand même, pour ceux que ça intéresse d'aller chercher un petit peu. Donc je ne vais pas parler de Boole, je ne vais pas parler de Gödel, je ne vais pas parler d'algorithme, je ne vais pas parler de lambda calcul. C'est bon, vous avez eu le temps de noter Tout ça, ou de la théorie des ensembles en mathématiques, c'est passionnant, c'est pas le sujet, c'est trop technique, mais pour dire que là, pendant un siècle, entre le milieu du 19e et le milieu du 20e, il y a un énorme travail sur la logique et les mathématiques. Il y a un énorme travail sur comment on formalise les mathématiques, comment on se met d'accord sur la manière d'écrire les mathématiques, sur la manière de faire des démonstrations. Il y a un énorme travail sur la compréhension même de qu'est-ce qui est démontrable et qu'est-ce qui n'est pas démontrable, parce que contrairement à ce que se disait Leibniz, tout n'est pas démontrable. Dans quel cadre on peut démontrer quelque chose? Démontrer dans le sens où, quand j'arrive à une conclusion, on ne peut pas la contredire. C'est ça, en maths. Donc tout ce travail-là, il est fait, il avance, mais je vais quand même mentionner un truc du 19e siècle en passant. Je vais survoler l'histoire des techniques et des sciences, mais en parallèle de ça, il y a un autre truc qui se développe au 19e, c'est quoi? Qui est en rapport avec l'IA, là, pour le coup, les deux pieds dedans. Ah, au 19e. Non. Le capitalisme. Vous avez entendu parler de ce truc-là? L'automatisation du travail. Raté. Je voulais passer ma slide d'un air un peu énervé comme ça. C'est important en fait. Parce que il y a la technique. Il y a aussi se rendre compte que ça s'inscrit dans une histoire d'automatisation et d'exploitation du travail qui n'est pas du tout nouvelle. Vous connaissez le ludisme ou je raconte? Allez, je raconte. Ça se passe en Écosse. C'est ça, c'est l'Écosse, hein. J'ai toujours un doute. Mais oui, c'est l'Écosse. L'Écosse, grand producteur de laine. Hein, vous savez, les Anglais ont foutu dehors les vrais Écossais qui faisaient autre chose et on a mis des moutons à la place. Et ça s'est vraiment passé de manière pas sympa, comme un empire colonial il sait faire. Et donc l'Écosse devient grand producteur de tissus, en fait. Donc filature, métier à tisser et compagnie. Début du 19e arrivent les machines à tisser, et même plus que le métier à tisser, vraiment les machines industrielles. Donc qu'est-ce qu'on dit aux tisserands? Bah, plus besoin de vous. Cassez-vous, c'est bon, je mets des machines, moi, propriétaire. Donc on les remplace par des machines. Donc quelle est la réaction des tisserands? Bah, ils ont cassé les machines. Et le ludisme, c'est ça, donc c'est les ludites, qui vient du nom d'un leader du mouvement, il me semble. J'ai peur de dire une connerie là.
Et on en parle beaucoup parce que l'Angleterre passe une loi qui condamne à mort le fait de détruire les machines industrielles. Donc il ne faut pas déconner quand même avec ce genre de remède. Il y en a qui sont condamnés à mort, qui sont pendus, d'accord, quelques dizaines, histoire de calmer un peu tout le monde et d'expliquer que, bah non, la machine, quoi. L'épisode, il est très symbolique, c'est vraiment le premier épisode vraiment fort de ce conflit entre l'ouvrier et l'automate. Et la naissance des luttes syndicales aussi. Et le ludisme, c'est un épisode qui, de fil en aiguille, amène les luttes syndicales, amène les luttes contre l'automatisation diverses et variées qui ont suivi tout au long du 19e siècle, qui sont développées, et pour dire que l'automatisation, le remplacement du travail des gens par des machines, si je fais le compte, ça fait plus de 200 ans en fait. En général, je dis 200 ans pour abréger, mais en fait, 210 là, ça y est. 215, je suis nul en maths. Il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour faire du code. Enfin, si, un peu en fait. Ça dépend ce qu'on code. J'ai fait des études de maths avant de faire du cinéma d'animation. Bref, mais je le dis, j'ai un peu honte. Donc voilà, je pense que c'était important de le mentionner. Le 19e, j'ai pas de slide non plus, désolé. C'est aussi important parce qu'on passe aussi par deux choses que je veux mentionner quand même, qui sont toutes les deux du 19e. Est-ce que vous connaissez le turc mécanique ? Forcément. Ou Amazon turc, dont le nom vient de là. Le turc mécanique, très rapidement, c'est un type au début du 19e qui s'est dit tiens, je vais créer un automate à jouer aux échecs. Échec, retenez le mot échec, ça resserre après, évidemment. Donc il invente, c'est une espèce de grosse table, un buffet on dit, avec un automate qui joue aux échecs et qui bat beaucoup de monde. On dit qu'il aurait battu Napoléon Bonaparte et Benjamin Franklin. Je ne sais pas à quel point c'est historique, mais c'est ce qu'on dit pour dire l'importance du truc. Il a vraiment eu du succès. Il s'avère que l'automate n'était pas un automate, c'était un mec planqué dans le buffet qui donnait les coups à faire. C'était pas du tout un automate, c'était un joueur d'échecs. Bon, du coup. Enfin, je ne sais pas à quel point Napoléon était bon aux échecs. Voilà. Oui, est-ce qu'il faut oser battre Napoléon ? C'est pour ça qu'il vaut mieux être un automate. Voilà, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est un épisode qui est important parce qu'il y a déjà cette notion de triche aussi, qu'on retrouve un petit peu dans l'IA, j'y reviendrai, si j'ai le temps. Je vais regarder beaucoup l'horloge. Et il y a un autre truc à la fin du 19e, plus sérieux, plus grave. Est-ce que vous connaissez un type qui s'appelle Jevons, qui a un paradoxe qui porte son nom ? Hein ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui on appelle ça l'effet rebond. Vous connaissez ? En fait, Jevons s'est rendu compte, en économie, donc fin du 19e, on est dans ce mouvement d'automatisme et d'économie de ressources pour fabriquer des choses. C'est-à-dire qu'en automatisant, l'intérêt, c'est qu'on a besoin de moins d'énergie pour fabriquer, on a besoin de moins de ressources et tout ça en améliorant l'efficacité des machines, en améliorant l'efficacité des process pour fabriquer n'importe quel objet, ma montre. Plus on avance, moins il y a besoin d'énergie pour la fabriquer. Vous voyez ? Donc plus c'est économe. C'est vachement bien pour la planète. Comment ça se fait qu'on a autant de problèmes de ressources si depuis 150 ans, 200 ans, on ne fait qu'améliorer l'efficacité ? Donc ça se répond avec ce paradoxe de Jevons, cet effet rebond. Il s'est rendu compte qu'en fait, plus on économise, moins ça coûte cher, plus on produit. Et en fait, là où c'est paradoxal, c'est que là où on pourrait économiser grâce aux améliorations de performance, en fait, au lieu d'économiser, on produit plus. Et on produit tellement plus qu'en fait, on est en manque de ressources permanentes, au lieu d'en économiser. Je parlais l'autre jour avec un copain informaticien excusez-moi, pas grave, le nom ne me revient pas. Bref, un type qui fait la vulgarisation en informatique aussi, qui me disait, est-ce que tu t'es déjà posé la question, vous connaissez la loi de Moore, qui dit que la puissance informatique double tous les 2 ans, donc croissance exponentielle, et il a un argument qui est assez étonnant. Il dit, comment ça se fait que le milieu du numérique, si on nous double la puissance tous les 2 ans, c'est quand même beaucoup. Comment ça se fait qu'on consomme de plus en plus en énergie ? Alors qu'en fait, c'est une autre manière de le dire, c'est que tous les 2 ans, on divise par 2 la quantité d'énergie nécessaire à faire les mêmes calculs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on est exactement dans l'effet rebond. Il n'y a pas d'économie du tout, parce qu'on utilise de plus en plus. On utilise vraiment tellement de plus en plus qu'en fait, c'est l'effet inverse. Et tout ça, on le sait depuis 150 ans.
Et c'est important de le noter, en fait. Donc voilà, donc on ajoute un petit peu le travail humain dans notre équation, qui, je rappelle, est la vérité, la démonstration, le travail et l'automatisation. Ça, c'est nos 4 ingrédients qui nous amènent à l'IA, en fait, philosophiquement parlant. Arrivons au XXe siècle. Allez. Et avant de revenir à l'informatique, dernier truc d'une branche différente du numérique. C'est très connu dans l'histoire de l'IA. J'arrive dans les trucs que vous avez peut-être déjà entendus si vous écoutez ou si vous lisez des trucs autour de l'IA. L'histoire de l'IA, c'est des choses qu'on trouve. Voilà, parce que ça c'est impossible de ne pas en parler de ce que je vais parler là, des quelques slides qui suivent. Donc en 1943, donc Pitts et McCullough sont 2 neuroscientifiques. Alors c'est pas neuroscientifique à l'époque, le mot n'existe pas, hein, mais leur métier c'est de travailler sur les neurones. Et ces 2-là publient un article. Je vous ai mis le titre parce que personne n'a jamais compris ce qu'il voulait dire. Non mais voilà, l'article en fait, si je traduis, c'est un article qui décrit un fonctionnement des neurones, d'accord. Ils imaginent à l'époque qu'un neurone, c'est quoi? De toute façon, vous avez une image là, vous voyez tous comment c'est un neurone, c'est un noyau, avec plein de dendrites. Les dendrites, c'est tous les fils qui arrivent sur le noyau. Et le neurone, par ces dendrites, il reçoit les signaux des neurones qui précèdent, auxquels il est connecté. Il reçoit des infos, des valeurs. Vous me suivez toujours? Sur ces valeurs, il va accorder plus ou moins d'importance en fonction de là où ça vient. D'accord? Cette connexion-là, il va dire elle est importante, celle-là un peu moins, celle-là pas du tout, celle-là j'ai des branches. Et ça, c'est évolutif. Il va pouvoir faire évoluer, on appelle ça un poids en mathématiques, il va pouvoir faire évoluer le neurone, cette connexion-là, il va dire tiens, celle-là en fait elle est plus importante pour mon résultat, donc je vais la renforcer, celle-là, à contrario, j'en ai pas besoin, je l'efface progressivement. Et cette somme de variations dans l'importance des différentes connexions, c'est ce qui est au cœur. C'est une partie de ce qui est au cœur de la mémoire dans le cerveau. Monsieur ? De la mémoire et de la manière dont se connectent les neurones. Avec tout ça, le neurone, il récupère toute l'info et il a un synapse. Donc le synapse, c'est ce qui va porter le signal au suivant. D'accord ? Et au bout du synapse, il est connecté à d'autres neurones. Et donc il envoie un seul signal. Il a une seule sortie de neurone. Monsieur ? Il reçoit des milliers de choses, mais il a un seul signal. Et ce que proposent eux à l'époque, c'est que tout ce que peut faire le neurone, son signal, c'est pas une valeur, c'est soit il s'active, soit il s'active pas. Donc c'est binaire. Donc c'est-à-dire je reçois plein d'infos, et en fonction des infos, soit je m'allume, soit je m'allume pas en fait. 1 ou 0, et on retrouve des choses qu'on connaît tous en numérique, en informatique. Et ça, il le transmet au suivant. Et tous les suivants récupèrent ce signal-là, et ils reproduisent le process. D'où l'idée de réseau de neurones. Ça va jusque-là ? Et cette idée-là, elle vient de 1943. C'est-à-dire que c'est en 1943 que ces gens, ils ont publié ce truc-là. Et ça a été vraiment la base de ce qui est devenu après l'intelligence artificielle, non pas symbolique, mais qu'on peut dire statistique, par exemple. Il y a plein de manières de la nommer, ou réseau de neurones, ou tout ce que vous voulez. Parce que c'est très binaire, et c'est là qu'on s'en rend compte. Ce que je peux dire tout de suite, c'est que depuis 1943, les neurosciences, elles ont fait vachement de progrès. Donc on a quand même compris un truc en neurosciences pour ceux qui s'y intéressent, c'est que ça, c'est vrai, mais c'est très très loin du compte, en fait. Parce que dans le neurone, il y a de la chimie, dans le neurone, il y a des neurotransmetteurs, dans le neurone, il y a des microtubules qui font des signaux au sein même du neurone, c'est un truc de dingue, juste un neurone. Donc en fait, j'étais très très loin d'avoir vraiment compris comment ça marche. Et aujourd'hui, on sait que c'est vachement plus complexe et que les réseaux sont... Et en plus de ça, les réseaux sont complexes aussi. J'y reviendrai. Du coup, là, on a quand même tout ce qu'il faut pour faire un ordinateur. Donc, premier ordinateur, qui est quand? Ouais, là, on peut le dire. Turing. Allez, vas-y, on le sort. Et la date? 45. 45. Bon, en fait, après, c'est pas une date fixe parce qu'il a travaillé dessus pendant plusieurs années. Mais évidemment, encore une fois, il n'y a pas de... Ah, ça y est, j'ai un ordi. Mais en tout cas, le premier qui a été pour le coup très utile, parce qu'il a quand même aidé à mettre fin à la guerre, on peut situer vers 45, la naissance vraiment de l'informatique. Donc Alan Turing, regardez le film Imitation Game si vous voulez des détails sur sa vie, c'est un film qui est plutôt pas mal foutu. Donc voilà, c'était un mathématicien, hein, c'était pas un informaticien, il n'y avait pas d'informatique à l'époque. Et d'ailleurs, il a terminé sa carrière
avec un truc qui n'a rien à voir avec l'informatique, il a fait de la biologie mathématique. C'est-à-dire qu'il modélisait, il appliquait les mathématiques aux phénomènes biologiques en fin de carrière. Donc ça a vraiment, lui, ce qui l'intéressait, c'était les algorithmes en fait. Et les algorithmes, il y en a dans le vivant. À la même époque, enfin 2 ans après, on invente le transistor électronique. Ça, c'est une reproduction du premier transistor pour voir à quoi il ressemble. Maintenant, on en met des milliers, des millions dans des toutes petites puces comme ça. D'accord ? Je vous ai remis une image de neurone. Parce qu'en fait, ce qui est marrant de constater, c'est que quand même cette idée de signal en entrée, signal en sortie, c'est assez proche de ce que fait un transistor, ce que font les portes logiques pour ceux qui font l'électronique. Sauf qu'il n'y a pas de notion d'apprentissage dans le matériel, dans les transistors qu'on utilise, dans toutes ces choses-là. L'ordinateur, le matériel, le cuivre dans l'ordinateur, il n'y a pas de possibilité d'apprentissage. Sauf à ajouter une mémoire externe. C'est-à-dire que la mémoire, elle n'est pas dans le processeur. Elle est toujours à côté, entre guillemets. Alors, là où dans le cerveau, la mémoire, elle est vraiment entre les neurones. Mais donc voilà. Je vous ai mis ça parce qu'il y a quand même, dès cette époque-là, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a une volonté dans l'informatique de toujours revenir aux neurones. Dès le début, et même quand ce n'est pas de l'IA, il y a toujours une volonté de faire le lien entre le cerveau et la machine. Il y a toujours une volonté, dès le tout début, moi c'est ce qui m'a impressionné quand je me suis intéressé à ça, de toujours revenir à, on essaie de copier ce que fait le cerveau en fait. Et ça a été très lié dès le tout début. Donc là on est en 47, premier transistor électronique. D'après vous, la première intelligence artificielle, c'était quelle année ? Un peu plus tard. Il fallait les miniaturiser un petit peu plus quand même. 62 Hein ? 62, 56. Bravo. Un bon point. Qui c'est qui l'a dit ? Donc 56, c'est à la fois John McCarthy, qu'on connaît quand on s'intéresse un tout petit peu au truc, parce que c'est lui qui a trouvé le mot intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est pas tant le mot, c'est qu'il l'a utilisé parce qu'il fallait qualifier un programme qui s'appelait Logic Theorist. Enfin, en anglais, Theorist, en crachant un peu. C'était un assistant de preuve mathématique. C'est-à-dire, c'est des programmes d'IA qui aident les mathématiciens à dérouler leurs démonstrations, à faire leurs preuves, en fait. Ça existe encore aujourd'hui, c'est encore très utilisé par les mathématiciens. Ça permet à un mathématicien de ne pas se taper des démonstrations de A à Z, alors que les étapes intermédiaires, on les connaît, il y a une logique, en fait. Il y a une logique dans les maths. Donc, ça se prête très bien à le filer à un ordinateur. Sauf que du coup, c'est pas basé sur de l'IA comme aujourd'hui, où le résultat, on a une chance sur 2 qu'il soit pas bon, ou une chance sur 100, peu importe. C'est déjà pas assez pour un mathématicien. Le mathématicien, il veut 100 fois sur 100 que ce soit le bon résultat. Donc c'est basé sur l'IA, dont j'ai un tout petit peu parlé avant, de l'IA symbolique, c'est-à-dire que c'est de l'IA où en fait il y a une notion de programmation quand même dedans. Quand on parle d'IA symbolique, et dans ces années-là on parlait vraiment d'intelligence artificielle pour ces programmes-là, on donne des règles, on donne les règles mathématiques. L'ordinateur, la machine connaît les règles mathématiques, et elle est capable d'en tirer des conclusions. Il y a quand même des notions d'apprentissage aussi derrière, il y a plein de choses, ça va très loin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais ce qu'il faut retenir c'est que quand même c'est une branche de l'IA où il y a la notion d'apporter des règles dedans. Donc de comprendre les problèmes sur lesquels l'IA doit bosser. Il y a un humain qui doit avoir un peu compris le problème quand même, vous voyez, ce qui est un peu différent avec ce qui suit. Et le premier robot conversationnel, c'est quand ? Ouais. Elisa. Si. Elle est jeune, ils savent mieux que les vieux. J'ai eu un cours dessus il y a... Ah ouais, bah ouais, c'est ça. Nous, c'était loin les cours. Hein. Et quelle année ? Non. Avant ou après ? Jamais parce que j'ai entendu les deux. Le mec a dit, mais bien plus tard, et les autres sont avant. 66. 10 ans après, Logic Theorist. 1966. C'est hyper tôt. Mais c'est pas des réseaux de neurones. C'est toujours de l'intelligence artificielle symbolique, avec des règles. Donc pour programmer ça, il faut avoir un minimum de notions de règles de linguistique, de grammaire, de construction des phrases et compagnie. Parce que ce que fait la machine derrière, c'est pas qu'elle prédit la probabilité des mots, c'est qu'il y a une espèce de compréhension. Alors il ne faut pas dire compréhension, parce que c'est pas de l'intelligence comme un cerveau humain, c'est pas la cognition. Mais il y a quand même une espèce d'application des règles où la machine va repérer des choses importantes dans les mots, repérer la grammaire, la construction, pour reformuler et faire quelque chose avec. 2 choses importantes à retenir là-dessus, 3 choses. J'ai le temps. Je sais pas, on va voir. Mais 3 choses intéressantes, c'est que 1,
ELISA est conçu spécifiquement pour gagner ce qu'on appelle le test de Turing. Tout le monde connaît? Ou je réexplique vite fait. Le test de Turing, c'est donc Turing. Alors c'est assez impressionnant parce que c'est Turing qui s'est dit, dès les années 50, il a imaginé ce que pouvait devenir l'informatique, et dès les années 50, il s'est dit, à un moment, on va avoir l'impression que c'est intelligent, et on va devoir se poser la question, est-ce qu'il y a de l'intelligence ou pas? Et donc il a proposé ce test qui est très connu aujourd'hui, mais qui est vieux, hein, c'est invalide aujourd'hui, même si c'est très à la mode et qu'on en parle beaucoup. Ce test, il est de prendre un humain, de le mettre face à deux terminaux informatiques, et d'avoir une conversation avec les deux. D'un côté, c'est la machine qui répond, de l'autre côté, c'est un humain caché ailleurs. C'est un turc mécanique. Et l'humain qui passe le test, enfin qui fait passer le test, s'il arrive à différencier les deux, la machine a perdu. Si l'humain il ne sait plus différencier à qui il parle, qui est un automate et qui est un humain, alors on dit que l'automate a passé le test de Turing, a réussi. Sous-entendu, il est intelligent. Alors c'est un peu daté, hein, surtout que dès 66, une machine a réussi. ELISA a réussi ce test-là. Des gens ont été bluffés et ont perdu. Mais ça avait été conçu spécifiquement pour ça. Et ça, c'est un truc qu'on trouve encore aujourd'hui. J'aime bien montrer que c'est pas nouveau. Encore aujourd'hui, les développeurs, les grands éditeurs d'IA, de ChatGPT et compagnie, ils ont toujours cette volonté de réussir les tests qu'ils connaissent à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pour démonter un peu les vidéos YouTube qui vont dire regardez, ChatGPT a encore battu le test et tout. Mais oui, mais le test, ils le connaissent depuis 10 ans, ils font exprès. C'est comme le Dieselgate. C'est réglé pour. Mais dès qu'on sort du test, c'est difficile d'évaluer les performances. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas nouveau. Première chose sur ELISA. Deuxième chose, elle a réussi parce que les développeurs étaient malins, ils n'ont pas fait un robot conversationnel généraliste, ils ont fait un psychothérapeute. Il y a des psys dans la salle? La dernière fois, je me suis... Du coup, maintenant, je fais gaffe, je demande quand même avant de dire du mal des psys. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est qu'un psychothérapeute, il prend la phrase qu'on lui donne, il la reformule en question, mais il se mouille pas trop. Et ELISA faisait ça. Et puis de temps en temps, si on disait le mot maman, ELISA disait « Oh, parlez-moi de votre maman !» Bah ouais, c'est un mot qui marche bien. Mais ça a suffi à faire croire aux gens qu'il parlait à un vrai psychothérapeute. Mais donc, il y a cette notion de triche quand même derrière. Et tout ça, comme je disais, c'est avec des règles. C'est intelligence artificielle symbolique. D'après vous, quand on a eu l'idée de non plus programmer de manière classique, mais reproduire virtuellement des neurones et faire les premiers réseaux de neurones et se dire tiens, et si on essayait de voir ce qui se passe, si au lieu de programmer l'ordi, je lui file des neurones que je code, on ne file pas des vrais neurones, hein, il n'y a pas de vrais neurones, on crée des neurones, des fonctions mathématiques qui simulent le neurone, on les connecte et on regarde ce qui se passe. Qui a eu cette idée-là? Quand on a eu cette idée-là? Non. 57. Oh, il y en a qui ont la date exacte. Mais il y en a, ils trichent, ils révisent avant de venir. Ce neurone artificiel s'appelait le perceptron, parce que on est en 57. Et c'est ça. Et le perceptron, c'est vraiment la transcription de l'article de Pitts et McCulloch que j'ai mentionné tout à l'heure, de 1943. Il a pris cet article, il a vu des mathématiques dedans, il a dit, du coup, je peux le mettre dans un ordinateur. Et il l'a fait, Rosenblatt. Et il en a mis plusieurs ensemble, et il a créé les premiers réseaux de neurones. Et c'est là que naît l'informatique, l'intelligence artificielle, qu'on va dire du coup statistique. Parce qu'elle fait des statistiques, parce qu'en fait elle a cette espèce de notion de mémoire où elle met des poids sur les connexions, comme j'expliquais. Exactement comme ce qu'on pensait être le fonctionnement d'un neurone de 10 ans avant, 15 ans avant. Je vous ai dit, les maths c'est dur. Mais parce que moi je suis sorti de l'école il y a longtemps. Et donc voilà, et donc on a... Et vous voyez, c'est en parallèle, les deux. C'est-à-dire que ces deux branches de l'IA se développent en même temps. J'ai chaud, c'est un truc de dingue. Les deux se développent en même temps. On a d'un côté l'IA symbolique à laquelle on donne des règles, et de l'autre côté, celle où on va empiler des neurones jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, notion de quantité et d'optimisation des performances, et de trouver comment on les connecte pour que ça marche, et comment on les fait apprendre. Donc il y a tout un développement, parce que c'est pas si simple que ça. Même si la brique de base, le perceptron, est vraiment hyper simple, pour vous dire à quel point c'est simple, ceux qui ne me croient pas, si tout le monde n'est pas codeur, je donne des cours de code à des étudiants en cinéma d'animation. Donc, vous imaginez leur niveau en code, c'est vraiment pas très bon. Vraiment, mais ils ont besoin de se faire des petites lignes de code, des petits automatismes, des trucs comme ça. Donc j'essaye d'enseigner ça, c'est pas évident. Au bout de 5 jours, on fait un perceptron ensemble pour faire un peu de pédagogie et leur montrer ce que c'est.
5 jours, des débutants total du code, 0 mathématiques, des nuls. J'espère qu'ils vont pas regarder la conférence. Et en 5 jours, on arrive à coder un perceptron en Python. Ça prend 40 lignes de code à tout péter. C'est vraiment un truc tout bidon. Et ce qui fait la puissance du truc, c'est la quantité et puis des optimisations sur la manière dont les poids vont varier pour optimiser le truc et tout ça. Et avec un perceptron, on arrive à faire un truc qui nous dit si quand je lui donne une couleur, c'est du rouge ou c'est pas du rouge. Voilà, un truc indispensable, quoi. Mais ça marche. Mais ça marche. Et pour parler de cette différence, pourquoi ça m'intéresse et pourquoi je dis ça? Parce que, en vrai code, entre guillemets, si j'avais à programmer une fonction qui me dit ça c'est rouge ou pas, parce qu'on peut débattre, hein. Est-ce que, même là dans la salle, si on regarde les gens qui sont habillés en rouge, on peut tout à fait s'écharper en disant non, ça c'est pas du rouge, c'est du saumon, ça c'est du rouge, non, ça c'est violet. C'est un peu flou. Enfin, vous voyez, on a une gamme de rouge. Si j'ai à le programmer en code, j'ai ma couleur et je dois trouver la logique derrière. Qu'est-ce qui fait que c'est rouge? Qu'est-ce qui fait que c'est pas rouge? Je dois le comprendre, moi humain. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois savoir comment on définit ce qui est rouge. Et écrire l'algorithme. Quand je fais avec mon perceptron, et c'est là où je fais la pédagogie avec mes étudiants, c'est que mon perceptron, je code un perceptron générique. Je code un neurone. Et à mon neurone, je lui donne une trentaine, une quarantaine de couleurs en lui disant lesquelles sont rouges. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça suffit, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus parce que c'est un truc assez simple. Et une fois que j'ai fait ça, mon perceptron fonctionne. Je lui donne des couleurs, il me dit si c'est rouge ou pas. La différence qui pour moi est primordiale, c'est que d'un côté j'ai compris, moi humain, l'espèce humaine a progressé parce qu'elle a compris comment on fait, on sait. Là, personne ne sait. Personne ne sait, même pas le codeur. Donc là c'est un exemple hyper simple. Mais c'est quelque chose qui est très très vrai pour les choses complexes. C'est que quand on commence à utiliser des réseaux de neurones, il n'y a pas besoin de connaître le problème. Vous voyez? Et ça, pour moi, c'est un truc qui est, philosophiquement parlant, qui me fait un peu flipper. Et pourquoi, en fait? Pourquoi quoi? Je suis assez curieux de ce titre de la conférence, l'IA statistique. Oui. Pourquoi, philosophiquement, ça te fait flipper? Parce que j'ai une passion du savoir. Parce que, alors je donne un exemple. J'ai un podcast où... non, bref, je donne un exemple. Imagine, c'est scientifique, et je pense à quelqu'un en particulier, il y a un type dont j'écoute son podcast qui est un scientifique physicien, il attend avec impatience l'arrivée des extraterrestres. Il me fait beaucoup rire, parce que il se pose des questions sur le fonctionnement, sur les particules. Donc il bosse au CNRS à Genève et tout ça, pas au CNRS, au CERN, merci. Moi, c'est les mêmes lettres. Vous avez compris le geste, hein. Donc il bosse au CERN, et voilà. Et il se pose des questions, il a envie de comprendre. Et un jour, les extraterrestres arrivent. Yes, il est hyper heureux parce qu'il va leur demander, il va aller voir les extraterrestres, il va dire, vas-y, explique-moi, si tu as réussi à venir jusqu'ici, à faire je sais pas combien de millions d'années-lumière et tout, en science, t'es vachement avancé, réponds-moi, comment vous avez fait? Et les extraterrestres, ils répondent, c'est l'IA. Voilà pourquoi je pense que c'est un problème. Et que c'est un problème philosophique, c'est pas un problème concret et pratique. Ça marche. Mais moi, j'ai envie de savoir pourquoi, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc c'est très résumé, mais il est 44, donc on en reparlera après. Mais c'est un sujet super intéressant. Et à débattre. Bref, quand on prend beaucoup de neurones et qu'on en empile beaucoup, on fait ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Profond dans le sens, il y a une grosse pile. D'accord? Donc il faut aller très loin. Ça, c'est pour vous rappeler le vocabulaire. Et donc dès le début, on a cette idée que, en fait, pour que ça marche, mon perceptron tout seul, il détecte le rouge, c'est nul. Si je veux faire toutes les couleurs, j'ai besoin d'en prendre plusieurs et de les mettre ensemble. Et si j'ai besoin de faire des trucs vraiment complexes, j'ai besoin de commencer à faire des couches et des machins et d'en mettre vraiment beaucoup. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une histoire d'échelle. Et on s'en rend compte dès les années 50-60. Dès le début, on comprend que l'IA statistique, celle avec les réseaux de neurones, il y a un gros problème d'échelle. Il faut augmenter. Et il y a en même temps cette volonté d'étudier le cerveau. On fait de l'IA à la base, vraiment l'histoire de l'IA, elle est très liée à l'étude du cerveau. Au début, on ne crée pas l'intelligence pour faire des outils, il n'y a pas d'application concrète. L'idée, elle est vraiment d'étudier le cerveau et de comparer, et de voir si on arrive, en empilant des neurones, à reproduire des fonctionnements qu'on trouve dans le cerveau. Et donc c'est très lié, mais très vite on se rend compte que ça, c'est 86 milliards de neurones. 86 milliards on a dans la tête. Chaque neurone, c'est plusieurs milliers de connexions avec les voisins. Plusieurs milliers par neurone. Parce que quand on dit connexion, on imagine qu'il y en a une dizaine. Plusieurs milliers pour chacun. Donc en termes de connexion, on est sur une échelle de grandeur, je ne sais même pas comment ça s'appelle, des trions, des triards, comment on dit, je sais pas.
Bref, 86 000 milliards minimum, enfin même plus que ça. On est dans des trucs avec beaucoup trop de zéros. Et on se rend compte très vite que ça ne marchera pas, quoi. On ne peut pas faire ça. On n'arrivera pas à cette quantité-là. Et ça consomme 20 watts, hein, pour information, un cerveau. 20 watts, d'accord? ChatGPT, on parle en gigawatts, pour faire que dalle. Et pour avoir 1000 fois moins de connexion. C'est ça l'ordre de grandeur. C'est 1/1000 d'un cerveau humain. Ce truc qui consomme un réacteur de centrale nucléaire. Lui, c'est une ampoule. Et on s'en rend compte dès l'époque. Dès l'époque, il y a ces deux gens-là, dont on parle beaucoup quand on parle de l'histoire de l'IA, Minsky et Papert. Lui était un ancien militant socialiste anarchiste, un type passionnant, moi j'aime beaucoup. En 1969, il publie ce bouquin, cet essai, cet article, je ne sais pas comment on dit, qui s'appelle Perceptron, qui démonte l'idée de faire de l'IA avec des réseaux de neurones. Justement en disant, en gros, ce que je viens de dire là. Au niveau apprentissage, c'est nul, on n'a pas les règles, on n'a rien dedans, on n'apprend rien, c'est de la force brute. Ça ne marchera pas parce qu'on ne pourra pas scale up, comme disent les startups. Ils aiment bien le mot up. Bon, j'arrête. On n'y arrivera pas, on n'a pas les moyens de le faire en fait. Et ça fait que cette branche statistique de l'IA, elle est un peu abandonnée dans la recherche, elle est un peu oubliée, et c'est plutôt la branche symbolique qui est développée très fort pendant plusieurs années. Jusqu'à un événement qui remet au goût du jour l'IA statistique, les réseaux de neurones. Est-ce que vous savez ce que c'est? Faut que j'accélère. Ouais, Deep Blue, qui gagne aux échecs contre Kasparov en 97. Après avoir perdu contre Kasparov en 97, il perd le premier match, la première rencontre, justement par manque d'apprentissage. En gros, pour faire très bref. C'est-à-dire que les premières versions de Deep Blue, c'est vraiment, je connais les règles des échecs et j'essaie de calculer tous les coups. Sauf que calculer tous les coups aux échecs, avec les machines de l'époque, c'est pas possible. Ça prend des heures et des heures, pas possible. Kasparov, il gagne. Pas hyper facilement, mais il gagne. On refait un match quelques années après, en 97, et là, Deep Blue gagne parce qu'on a rajouté un réseau de neurones pour faire de l'heuristique au milieu, pour tenter des coups de manière un peu statistique. Bon, la vérité, c'est qu'ils ont un peu triché, moi je trouve, parce que ils l'ont entraîné avec les garis de Kasparov, avec les parties de Kasparov. Il y a encore cette notion de triche pour gagner au test, tout le temps, quoi, comme un étudiant. Ils lui ont filé ses parties à lui et des parties de grand maître et tout ça, mais ils l'ont calibré pour jouer contre lui en fait. Et ils ont refusé de donner les parties d'entraînement à Kasparov. L'inverse, c'est pas passé dans l'autre sens. Kasparov a réclamé les résultats des parties qui servaient à l'entraînement. Vous voyez? De voir comment il était entraîné et de voir comment il joue. On lui a refusé. Il est arrivé, il ne savait rien du tout. Alors que de l'autre côté, l'ordi a été calibré pour jouer contre lui. Donc bon, il y a quand même toujours un petit peu la notion de triche. Hein. Cela étant dit, ils auraient fini par gagner, par le développement des techniques et tout. Ça reste des IA, ça, et c'est assez important, et c'est aussi pour ça que je veux faire cette histoire-là, c'est pour se rendre compte qu'à un moment, l'IA statistique, c'était un truc très spécialisé. Ça a gagné aux échecs, mais vous prenez Deep Blue, vous essayez de lui faire générer du texte, il ne marchera pas. Quoi. On peut entraîner une IA spécialiste à... alors l'exemple toujours pareil pour défendre l'IA, c'est les cancers, repérer les cancers dans les radios, les IRM et tout, ça marche très bien, mais ça, c'est pas ChatGPT, c'est des IA spécialistes. C'est des réseaux qui sont faits pour ça. D'accord? C'est pas ChatGPT qui regarde les radios, quoi. Heureusement. Et donc ça, c'est pas très nouveau. Pour faire des IA plus généralistes et génératives par la suite, on se heurtait à quoi? Au manque de la quantité de données nécessaires et au manque de la puissance de calcul. Il fallait vraiment que... c'est encore une histoire d'échelle. C'est qu'il faut encore passer à l'échelle au-dessus. Et c'est ça qui est important que je veux insister aussi, c'est qu'il y a vraiment cette histoire d'échelle et qu'il fallait plus, des serveurs plus gros, des machines. Ça, c'est tout petit, c'est la taille d'un frigo. Non, il faut des trucs qui remplissent un data center, quoi. Il faut la quantité de données et tout. Et c'est pour ça que ça a un peu végété. Pendant toutes ces années, on a essayé de faire de la reconnaissance d'image, par exemple. Ça marchait pas, on n'arrivait pas à reconnaître les chats. Alors c'est toujours les chats, hein. Le défi c'était de trouver des chats. Pas que, parce que par exemple, je reviens à la photo du début, les premiers trucs de reconnaissance d'image, c'était reconnaître des caractères. C'était la photo au tout début, où vous aviez un grand C en blanc là, et une espèce de vieil ordinateur avec des gros flashs pour le prendre en photo. C'était la reconnaissance de texte. Mais comme c'était financé par l'armée, qu'est-ce qu'ils ont dit l'armée? Non mais tu nous emmerdes avec ton truc, tiens, voilà des photos satellites, c'est ça que tu dois reconnaître.
Ça a foutu la merde. Ça a vraiment foutu la merde dans le développement de ces trucs-là. Ça a fait prendre du retard, parce que c'était pas possible. Et ça a végété jusqu'en 2012. Parce qu'en 2012, on a eu de l'Internet à haut débit qui permet de rassembler la donnée, et on commençait à avoir de la vraie puissance de calcul. Alors ça, c'est pas la puissance de calcul, c'est les serveurs Wikimedia, c'est juste pour l'illustration. Rien à voir avec l'IA, ces serveurs-là, mais c'est pour donner des idées. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir. Et c'est vraiment une notion d'échelle. Ouais, je sais. Le temps, on peut parler du temps et de l'IA aussi, mais ça, c'est dans mon podcast. Aujourd'hui, on a le cerveau, alors j'ai pas trouvé, le cerveau d'une larve de drosophile, de mouche, c'est 10 000 neurones. Je vais mettre une photo de larve, j'en ai pas vu, donc j'ai mis une larve en fabrication. Je dis ça parce que c'est le nombre de neurones qu'arrive à faire une société en Suisse dont j'ai oublié le nom pour faire de l'informatique avec, ce qu'on appelle le wet computing, l'informatique sur réseau, sur substrat biologique. Ils font des petites boules de 10 000 neurones, ils foutent des électrodes dedans et ils font du calcul avec, et ça marche. Pour dire jusqu'où ça va. Mais ils sont limités à 10 000 parce que si c'est plus gros, les neurones au milieu de la boule, ils meurent parce qu'ils n'ont pas les nutriments. Ça baigne dans du sérum avec plein de nutriments. Et en fait, quand la boule elle devient trop grosse, ceux du milieu ils crèvent. Il faudrait faire des vaisseaux sanguins, il faut faire une vascularisation pour les alimenter. Ça, ils ne savent pas faire, heureusement. Donc c'est ça c'est le côté gauche. À droite, notre cerveau, c'est 86 milliards de neurones. Et entre deux, les IA généralistes d'aujourd'hui qui sont en ordre de grandeur à peu près au milieu. D'accord ? En nombre de zéros derrière le nombre de neurones. Tout ça pour dire qu'ils sont encore très loin de reproduire en quantité un cerveau. Donc les discours sur l'IA générale, vous savez, le truc qui va conquérir le monde, Skynet, il ne faut pas trop y croire parce que si on le met dans l'histoire et dans ce qu'on sait du cerveau et tout, en quantité, ils sont extrêmement loin, plusieurs ordres de grandeur. Donc on a largement le temps de voir venir. Et ça, c'est en quantité. En qualité, ils sont encore sur le modèle du neurone de 43. Alors qu'aujourd'hui, on sait que... Enfin voilà, c'est autre chose le cerveau. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire pour dire où on en est. Je suis pas mal. Ça, je le mets parce que c'est assez emblématique. Quand OpenAI commence à travailler sur ces réseaux de neurones et sur ChatGPT, sur GPT et compagnie, ils font une découverte qu'on appelle le grokking. Vous connaissez le mot grok de notre pote Elon? Grok, c'est le nom de l'IA de X, de Elon Musk. Grok, c'est aussi un effet découvert par OpenAI qui s'appelait le grokking. Je constate ça parce que ça permet déjà de faire un diagnostic, c'est de se rendre compte qu'ils sont tous fans de tous la même chose, c'est des fans de SF. Ils tirent leur vocabulaire dans la pop culture. Ça vient d'un roman qui est vachement bien, que je conseille par ailleurs, qui s'appelle Stranger in a Strange Land. Comment ils ont traduit en français? Je sais plus. En terre étrangère. C'est un roman de SF, histoire d'un martien qui arrive sur Terre, bref, tout ça. Et dedans, il y a le mot grok. Grok, ça signifie comprendre de manière intuitive. En français, ils ont traduit par nyoké. Nyoké, c'est comprendre quelque chose sans avoir à l'analyser, en fait. C'est vraiment l'intuition et tout ça. Bref, les phénomènes de grokking, ils se sont rendus compte que quand ils entraînaient leur réseau de neurones pour faire ChatGPT, plusieurs milliers de fois à la suite, avec les mêmes données d'entraînement pendant le même temps, le même entraînement, pour dire leur manière de fabriquer les choses. Ils répètent plusieurs milliers de fois le même entraînement exactement identique. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Si quelqu'un le sait, ça m'intéresse. Comment on en vient à faire ce raisonnement-là? De se dire, tiens... Et ils se sont rendus compte que tout d'un coup, l'IA, le réseau, il devenait beaucoup plus efficace. Il y a une rupture, en fait. Au bout de je ne sais plus combien de milliers d'entraînements absolument identiques sur le même réseau, il y a tout d'un coup un truc qui se passe qui le rend vachement plus efficace. Les physiciens comparent ça à ce qu'on appelle une transition de phase. Quand vous baissez la température de l'eau, à un moment, tout d'un coup, vous baissez les degrés, tout d'un coup, ça devient la glace. Parce qu'il y a un changement soudain de toute la configuration de tous les atomes. Et il se passe un peu la même chose, en fait. C'est pas mystérieux, hein. Mais enfin voilà. Et ils ont appelé ça le grokking, puisqu'ils sont fans de SF. Et c'est symptomatique donc d'un autre truc au-delà d'être fan de SF, que leur manière de faire, c'est de bourriner, de toujours en faire plus en quantité. Il n'y a pas de volonté de comprendre ou de faire les choses. J'ai pas le temps de faire les dernières. Je voulais vous raconter comment, justement, quand ChatGPT est sorti, ça a foutu en l'air tous les gens qui bossaient dans le traitement du langage naturel par informatique. Ils ont disrupté le secteur parce qu'ils ont sorti ChatGPT du jour au lendemain sans prévenir, sans les mettre dans la boucle. Sauf qu'ils sont appuyés sur leur travail, sur 40 ans de travail. Ça fonctionne comme ça, ces gens-là.
Et voilà, on pourrait le creuser, mais on le creusera demain parce qu'on m'a bien fait comprendre qu'on n'avait pas le droit d'être en retard. J'aurais dû le faire avec une IA, il paraît que ça va plus vite. Et enfin voilà, c'est pour vous montrer un peu tout ce cheminement. Moi, ce que je veux montrer, c'est que tout ça, c'est des briques qui se construisent les unes après les autres. Et que le shift qu'il y a eu dans ces 10-15 dernières années, c'est pas un shift technique, c'est pas un shift logique, c'est pas un shift de compréhension soudaine de comment on peut faire les choses, c'est de la force brute. Et ils sont sur cette trajectoire de force brute, les grands développeurs, hein, je parle des IA généralistes, des IA génératives, je parle pas des trucs spécialisés, où c'est vraiment cette trajectoire d'en faire toujours plus bourrin, sans aucune considération pour rien d'autre. Et c'est ça qui pose tous les problèmes dont on peut parler aujourd'hui, environnementaux, sociaux, économiques et compagnie en fait. C'est juste la manière de faire que moi, personnellement, j'appelle ça stupide. Mais voilà, j'ai pas le temps d'aller plus loin. J'ai écrit un bouquin, pas sur l'histoire, mais sur l'impact que ça peut avoir sur le savoir, sur l'art, sur la cognition. Donc voilà. C'est disponible en ligne parce que j'en ai fait aussi un podcast sur un site internet qui s'appelle lafourmi.media. Et je suis demain sur le stand de l'association qui s'appelle RX Laboratorio, parce qu'on fait du logiciel libre. Et du coup, j'ai des bouquins à dispo pour les vendre. J'en ai quelques-uns là tout de suite. Si on peut sortir et s'occuper de ça en dehors de la salle. Si les gens à l'écharpe rouge, ils nous foutent dehors. Donc demain, vous pouvez nous passer voir sur le stand. Et puis voilà quoi. Et on en parle autant que vous voulez, parce que ça mériterait d'y passer des heures et des heures. Et demain, j'ai une conférence sur comment on fait un film 100% libre avec que des logiciels libres. À 15h.